tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Je vais essayer d'être un peu rapide parce que je suis pas sûre que ma batterie va tenir. Alors on est le 2 avril, oui il me semble bien. Donc je vais commencer avec Timelace, Diego et les Rangers du Vaste-Atlantique aux éditions Bayard de Armand Balthazar. Pourquoi Adam Christopher? Ça n'a rien à voir. Alors c'est un livre jeunesse, alors que moi j'ai mis dans mon rayon steampunk, mais c'est pas vraiment du steampunk, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, déjà l'objet livre est juste sublimissime. C'est... qu'est-ce que vous voulez dire? Franchement. Moi cet aspect là, franchement l'aspect steampunk, parce qu'il y a quand même un aspect steampunk avec des machines, des skates volants, enfin je sais plus comment ils appellent ça, des planches gravitationnelles, voilà. Les robots et tout, moi j'adore ça. Alors on suit Diego dont le père va être kidnappé. Diego a comme son père un don particulier pour tout ce qui est construire des machines, etc. Trouver des problèmes à la technologie et enfin résoudre les problèmes. Et Diego va se faire enlever, enfin le père de Diego va se faire enlever. Et en fait la particularité de cet univers c'est qu'il n'y a pas de... Il y a eu une faille temporelle en fait qui a fait que dans ce monde là se réunissent passé, présent et futur. Le père de Diego fait partie du présent si je peux dire ça comme ça, la mère elle fait partie du passé et Diego bah du... Enfin je vais pas dire du futur parce que c'est leur fils biologique mais c'est la nouvelle génération qui arrive qui va connaître que ce monde là. Et justement il y a des... parmi les ennemis il y a ceux qui veulent retrouver leur monde d'origine et c'est eux qui vont enlever Santiago, le père de Diego. Diego, tête brûlée, va décider d'aller à la recherche de son père. Il veut pas être bien en sécurité avec sa mère et tout ça, sachant que sa mère fait partie des... on peut dire des soldats, on va dire ça, des soldats de ce nouveau monde. Et une emblème féminine, un peu les deux. Et en fait, ce livre, j'ai un avis partagé sur ce livre, c'est assez étonnant. Parce que le début, je l'ai trouvé extrêmement complexe. Pour du jeunesse, j'ai trouvé ça très complexe. C'est très simple à résumer pourtant, hein, mais la façon dont il présente l'univers dans lequel on est, c'est là, j'ai ouh, ça va être costaud. Après, ça va tout seul. Mais le début a été un peu long. J'aurais aimé qu'il rentre plus vite dans le vif du sujet parce que si on a lu le résumé, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'explications, je pense. Surtout en jeunesse. Et après, concernant les personnages, alors on peut penser que c'est un peu cliché par certains moments. Parce que Diego, c'est la tête brûlée, celui qui réfléchit pas, qui agit sans réfléchir. Il y a son meilleur pote qui est un peu trouillard sur les bords, mais bon, pas tant que ça. Et il y a deux filles qui les accompagnent, une qui est une forte tête de la communauté noire. Ça j'aime bien parce que c'est abordé justement le racisme et abordé les différentes formes de discrimination sont abordées en fait dans ce livre et de très belle manière. Et une autre jeune fille qui vient de la même époque que la mère de Diego en fait et qui veut devenir comme elle en fait. Et du coup c'est là où on retombe sur le principe du les enfants reproduisent ce que leurs parents ont fait. Je suis pas super d'accord avec ça, vous savez ce que j'en pense, mais sur le fond, sinon... Ouais, c'était super sympa quand même, parce qu'on a voyagé beaucoup, etc. C'est au niveau de Diego que j'ai eu le plus de problèmes en fait. J'ai eu envie, il m'a un petit peu agacé par moments où j'ai envie de le secouer. Et à d'autres, on se dit, mais il est qu'un être humain qui réagit de manière très humaine, c'est tout. Ils vont partir avec, notamment lui, le capitaine d'un bateau pirate, et que j'ai beaucoup aimé ce personnage. Alors ça m'a pas étonné des masses les découvertes sur ce personnage, honnêtement, pas plus que ça. Mais sinon dans l'ensemble c'était une chouette lecture que j'avais du mal à poser malgré ce qui a pu me gêner. Donc je me dis que ça reste une bonne lecture. Il y a quand même des couacs pour moi, mais c'est du jeunesse, donc bon. À part le début un peu trop complexe peut-être pour des jeunes. À moins que les plus jeunes se fichent éperdument de comprendre quoi, qu'est-ce, comment. Mais je trouve qu'il y a un bon rapport par rapport au respect des aînés, au respect des différentes périodes historiques. Et par rapport à la vision que le futur a sur l'ancien monde. Tout est mélangé, du coup c'est assez intéressant de voir ces différentes façons de penser se confronter. Parce que c'est ça le but aussi du livre. Après, voilà, je suis pas trop convaincue par tout.
Le juge Bao et le phénix de Jade de Patrick Marty et Tongui Ni. Je sais pas si ça se dit comme ça, désolé. Aux éditions du Fait, je l'ai eu en occasion, c'est le tome 1. C'est un manhwa sur le juge Bao qui, alors je pense, a réellement existé. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Les graphismes sont extrêmement réalistes. J'ai été absolument bluffée par le trait du dessin, honnêtement. Pour les enquêtes, ça m'a rappelé un peu tout ce qui est genre Sherlock Holmes, Hercule Poirot, machin, enfin voilà. Avec la touche chinoise comme on les voit souvent. Ça m'a rappelé un film, une série de films chinois qui sont très connus en France, mais dont j'ai oublié le nom. Détective D. Ça m'a rappelé un peu ça, mais sans la magie. Pour retirer tout ce qui est magique et tout ce qui est un peu, voilà, abracadabrant, vous mettez tout ce qui est réaliste, et voilà. C'est un peu ça l'idée. C'était chouette. La fin en plus donne une idée de la prochaine enquête qui va avoir lieu. Je pense que je me le procurerai, mais alors à mon avis, vu le prix, en occasion, parce que ça va très vite à lire. Et franchement, les graphismes, c'est le gros point fort de ce manoir, honnêtement. C'est... J'ai adoré le dessin de ce personnage-là. Juste hallucinant. Mais enfin bref. Ensuite, Contes du Japon de Pascal Fontaine et Yann Breton dans la collection Tam Tam de Sipango. C'est une honte de l'avoir laissé traîner chez moi dans ma bibliothèque. Je l'ai sorti déjà parce qu'il n'y avait plus de place. Oui, je sais. Et aussi parce que quand on a envie de lire un truc rapide, c'est très bien. Voilà. Alors l'objet livre, magnifique. Je pense que si vous voulez changer un peu en termes de contes par rapport au Disney, etc., c'est l'idéal parce que ça donne de très belles leçons en plus. Je trouve les contes japonais d'une beauté et un rappel de la mythologie japonaise au début. Que moi j'avais un petit peu zappé parce que je l'ai lu une ou deux fois, mais là ils font un rappel et c'est super intéressant. Ça m'a fait un rappel sur le manga Noragami parce qu'on commence à les mentionner dans les tomes où je suis. Donc c'est intéressant. Il y a aussi des pages après chaque conte. Il y a des pages sur la culture japonaise en tant que telle, donc pour apprendre des choses, c'est l'idéal. Il y a un truc sur le bouddhisme, sur le shintoïsme, sur les fêtes japonaises, sur... je crois qu'il y a... Voilà, il y a tout ce qui est costume. Il y a le mont Fuji, il y a les estampes, il y a la mer et la pêche, les yokai, il y a plein de trucs. Franchement, en 96 pages, vous apprenez tellement de choses. De tout cela, il y a un conte que je connaissais, un seul. Celui de Momotaro. Alors Momotaro, faut savoir un truc. Moi, je les ai jamais regardés dessins animés quand j'étais petite. Ou si je les ai vus, je m'en souviens pas du tout. Mais il y a une chanson traditionnelle qui s'appelle Momotaro. Et quand vous cherchez sur YouTube, vous ne tombez absolument pas sur la chanson traditionnelle. Vous tombez sur le fameux dessin animé en question, qui n'a strictement rien à voir. Donc je l'ai partagé la vidéo de la chanson traditionnelle avec vraiment des chanteurs traditionnels, avec les musiciens, etc. Enfin bref, c'était une chouette lecture. Je vais me le garder précieusement celui-là parce que franchement, c'est les éditions Sipango. Si vous voulez découvrir d'autres cultures, d'autres types de contes, etc., les éditions Sipango, c'est ce qu'il y a de mieux. Franchement, mais allez-y. Ensuite, Écologie et folie technologique, anthologie de nouvelles steampunk, le volume 1 aux éditions Oniri, petite maison d'édition nouvelle dont j'ai reçu les livres fin d'année dernière. Je sais, c'est le premier que je lis. Alors il y a 4 auteurs, Francis Brenet, Emmanuel Chastelière, Romain Duissier et Audrey Plénet, ou Plénet, je sais pas, désolée si je prononce mal. Alors il y en a 2 d'entre eux, je voulais les découvrir justement, ça fait un petit moment que ça me travaille. Je suis obligée de dire que je vais craquer pour leur livre, parce que franchement j'ai surkiffé ce livre. Je trouve que, alors il y en a une seule de nouvelle, je ne sais plus laquelle, où l'aspect steampunk, je suis un peu partagée. Voilà, le côté steampunk, je suis pas très sûre que ce soit un pur steampunk, mais bon, il peut rentrer quand même dedans. Après, chacun a sa propre définition du steampunk. Mais toutes les nouvelles étaient top, franchement. Il y en a une, je crois que c'est Emmanuel Chastelière, où c'est en rapport avec un autre roman qu'elle a écrit qui s'appelle Célestopol. Et quand j'ai fini la nouvelle, j'ai dit mais je veux lire le livre. Alors par contre je pense que c'est pas en mettre entre toutes les mains parce que franchement celle d'Emmanuel Chastelière, si je me souviens bien,
Je crois que c'est celle-là ou c'est celle d'après, ou c'est en rapport avec des... Comment on appelle ça? C'est Romain Ducier plutôt. Ah non, c'est Emmanuel Chastelière. Emmanuel Chastelière, c'est celle où il y a bon, une tradition qui fait qu'on rabat des... Je sais plus, c'est des dauphins ou des baleines pour les massacrer. Donc oui, je sais, c'est horrible, c'est ignoble. Vous décrit cette scène-là, c'est juste à vomir. Mais après, il y a la suite. Et ça me fait penser que j'ai vraiment pas lu le roman et que je pense que je comprendrais beaucoup plus de choses sur le personnage principal en lisant le roman. Et que du coup, je suis frustrée d'être en confinement. Je vous jure. Romain Ducier, c'est un auteur qui est spécialisé en tout ce qui est asiatique dans ses romans. Et là, encore une fois, c'est un steampunk qui se passe en Chine, qui est juste magnifiquement écrit, très très bien fait. Un tout petit soupçon de féminisme, un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut. Les deux autres étaient très bien. Alors désolée, je me souviens plus des deux derniers parce que forcément c'est les plus connus. D'amour et d'acier. Ah oui, d'amour et d'acier, oui. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal fichu celle-là aussi. Je vous raconte pas les histoires parce que je pense que c'est le genre de petit livre qui permet de découvrir un genre littéraire qu'on ne connaît pas. Et je trouve que le rapport à l'écologie et à la folie technologique est très très bien trouvé. Parce que dans chacune d'entre elles, il y a la moitié sur l'écologie, la moitié sur les folies technologiques. Et je trouve que si on n'a pas compris le but de chaque nouvelle, c'est qu'on est débile. Désolée, autant dire les choses telles qu'elles sont, c'est très clair, très net. C'est bien fichu, on visualise les choses, on voit ça au cinéma, et ça c'est les meilleurs steampunk. Les meilleurs steampunk c'est ça pour moi. C'est quand on arrive à visualiser, à se dire ça rendrait trop bien l'écran. En plus de dénoncer des choses. Donc une très très belle réussite de Oniri. À quand le deuxième volume hein, parce que là moi j'attends du coup. Et enfin, un petit service presse que j'ai reçu hier et déjà lu, oui je sais. Ça s'appelle Idole de Marianne Weller aux éditions de l'Atelier des Cahiers qui m'ont gentiment proposé. Je les remercie d'ailleurs parce que franchement... Alors normalement c'était un concours, il fallait dire le nom du groupe de K-pop représentant vraiment la seconde génération. Moi j'avais dit les Super Juniors, mais en même temps j'ai découvert la K-pop par les Super Juniors. Et c'est des TVSQ, ou des BSK si vous préférez, selon le nom que vous préférez, puisque ce groupe a plusieurs noms. Je les écoute, c'est pas forcément mon préféré, mais il m'arrive de les écouter. Je préfère les derniers albums de ce groupe-là. Et en fait, il faut connaître l'histoire de ce groupe parce que c'est le premier groupe de K-pop où il y a eu une plainte contre l'agence et où le groupe a été scindé en deux, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus que deux dans le groupe, les trois autres se sont barrés et on vous explique toute l'histoire de surtout de ces trois membres-là. Parce qu'il y en a un des trois surtout que je suis qui s'appelle Xia, que j'aime beaucoup en solo. Et le groupe J qu'ils ont formé tous les trois, je ne connaissais pas du tout. Enfin, si, je suis passée dessus, mais je me suis jamais arrêtée vraiment quoi. Et maintenant que j'ai lu leur histoire, j'ai juste envie de lire, de les écouter. Parce que franchement, c'est vrai que c'est des voix atypiques dans le milieu de la K-pop. Il n'y en a pas deux comme eux. Et de savoir, d'avoir lu leur histoire, franchement... Déjà, je savais que la K-pop c'est la merde, honnêtement. On va pas voilà, on va pas dire autre chose que ça. C'est humainement parlant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Les gens sont exploités là-dedans, faut dire ce qu'il y est. Même si la nouvelle génération qui arrive, ça va mieux, il y a plus de protection, on assure leur sécurité, tout ça, c'est quand même beaucoup mieux. Ça n'a pas toujours été le cas. Et justement, il faut lire ce livre pour connaître le milieu de la K-pop de la seconde génération parce que c'est eux qui sont tout pris dans la tronche en fait et c'est eux qui sont défendus. Et le groupe TBSK c'est le plus emblématique de ça et c'est eux qui ont mis le premier pavé dans la mare. Après il y en a d'autres hein, qui ont suivi mais c'est eux où l'affaire a duré très très longtemps sur de nombreuses années. Encore aujourd'hui c'est encore compliqué pour eux. Il y en a un d'entre eux, alors j'avais entendu parler ça en Corée, il y a eu plusieurs affaires de viol qui ont été rendues publiques en Corée, notamment lui qui est dans la liste, et je m'étais dit ça m'étonne de lui par rapport à ce que j'ai comme image de lui en tout cas, et en fait, maintenant que j'ai lu ce livre, je pense, c'est mon avis personnel, je défends pas les violeurs, je les défends pas du tout, et je pense que ce monsieur en fait, il s'est juste pris les conséquences de ce qui s'est passé suite à la plainte qu'il a déposée contre la SM Entertainment, donc l'agence dont il faisait partie.
Parce que cette agence a tout fait pour pourrir l'existence de ces 3 mecs. Je veux dire, ils ont enchaîné les catastrophes pendant des années, ça commence seulement à se tasser. Et je me dis qu'il n'est pas impossible, je dis bien qu'il n'est pas impossible qu'ils aient encore trouvé le moyen de leur pourrir l'existence. Et si c'est ça, c'est... Faut lire le livre en fait. Je vous assure, lisez le livre. J'en choque peut-être quelques-unes ou quelques-uns en disant ça, mais lisez le livre pour comprendre pourquoi je pense ça, parce que il a eu des plaintes certes, mais il a jamais été reconnu coupable, il a toujours été acquitté, pas de charge retenue contre lui. Je veux dire, le mec, il a aucun moyen de défense, il a aucun moyen de pression, contrairement à d'autres, et il est pas en tôle, donc je me dis c'est qu'il a rien fait, et sachant qu'il y a des gens qui sont... En fait, pour le milieu de la K-pop, si vous connaissez pas, il y a les fans, ultra aussi, et il y a les sasangs. Les sasangs, c'est des fans, mais qui sont plus anti que pour. Et vous avez les vrais haters, vous savez, ceux qui sont capables de pourrir l'existence d'une personne. C'est-à-dire que il y a quand même des idoles qui sont pourchassées par des anti. Pourchassées, mais menacées de mort et tout ce que vous voulez. Donc ça m'étonnerait même pas que ce soit ça en fait. Que ce soit juste des gens qui essaient de profiter de la popularité d'une idole. C'est arrivé à un membre d'un groupe que j'aime beaucoup, où je suis. Le gars, il était juste en boîte de nuit, il circulait, il s'excusait, et la meuf, elle a porté plainte même contre lui. Je veux dire, c'est déplorable. Et ce livre met en avant toute cette face sombre de la K-pop, presque, parce que l'autrice a sûrement pas mentionné certaines choses. Elle explique bien aussi qu'il y a une forme de censure qui est restée autour de ce groupe-là, et qu'on saura sûrement jamais tout. Les membres du groupe, des deux côtés en tout cas, veulent pas en parler. Mais elle a oublié de parler d'autre chose. Elle aurait pu en parler, je pense qu'elle l'a pas fait, parce que déjà là ça fait beaucoup. Mais si elle en parlait, on serait encore plus choqués. Voilà. Moi je le sais parce que il y a des idoles qui parlent maintenant, les gens osent parler, ils se laissent plus faire. Je vais prendre le cas des BIP, mon groupe fétiche, qui même s'il n'existe plus, ça reste mon groupe fétiche qui m'a permis de tenir le coup dans des moments difficiles. Eux aussi ont porté plainte tous ensemble, ils se sont barrés de leur agence, et quand je vois l'agence, comment elle fonctionne, c'est la SM Entertainment de l'époque. C'est tout pareil, c'est même pire. Donc pour moi... ce livre est nécessaire et merci à l'atelier des cahiers de l'avoir sorti parce que franchement c'est super intéressant même d'un point de vue culturel parce qu'on parle pas seulement de la K-pop, on parle aussi de la culture coréenne, comment ils perçoivent la vie, comment ils perçoivent la société, comment ils perçoivent le fonctionnement humain entre guillemets. Leur rapport aussi à l'histoire parce que l'histoire coréenne a été très turbulente et du coup, forcément qu'on comprend mieux leur vision des choses, même si on n'est peut-être pas d'accord, mais comment on aurait fait leur place, c'est un peu ça l'idée. Donc ouais, il faut savoir que la musique coréenne a rattrapé le retard en beaucoup moins de temps que nous, donc je suis impressionnée par les Coréens et en même temps je suis effrayée parce que je me dis qu'ils s'arrêteront pas, ils retiennent pas les leçons en fait. C'est compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y en a là-dedans qui vous intéressent. Je vous ai présenté un peu de tout. C'est bien pour une fois. Et puis bah moi je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!